Intensification de l'offensive israélienne, blocage de l'aide humanitaire et plan de contrôle du territoire, la situation dans la bande de Gaza est absolument catastrophique. L'ONU estime que Gaza ne peut pas attendre et appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël. Alors que se passe-t-il à Gaza? Quels sont les objectifs d'Israël et où en sont les négociations? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, je remplace Hugo aujourd'hui, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Après avoir repris son offensive dans la bande de Gaza le 18 mars dernier, mettant fin à 2 mois de trêve, Israël a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi une nouvelle phase majeure de son offensive à Gaza. Il s'agit d'une opération militaire de grande envergure qui vise, je cite, la conquête totale et l'occupation durable de la bande de Gaza. D'ailleurs, dimanche soir, l'armée israélienne a confirmé le rappel de dizaines de milliers de réservistes. C'est assez majeur car ça marque une rupture avec le désengagement de 2005 lorsqu'Israël avait retiré tous ses soldats et colons de la bande de Gaza, mettant fin à l'occupation militaire directe du territoire palestinien. L'armée israélienne a aussi annoncé que la plupart des habitants de Gaza devront être déplacés hors des zones de combat, ce qui risque d'entasser la population à l'extrême sud du territoire. Enfin, le plan inclut la promotion du départ volontaire des Gazaouis du territoire palestinien, conformément à la vision défendue par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et certains membres de son gouvernement. C'est aussi ce que défend le président américain Donald Trump, qui avait lancé l'idée début février d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour la reconstruire et en faire la Riviera du Moyen-Orient, après avoir expulsé les Gazaouis, ce qui avait suscité un tollé à l'international. Bon, après, pour nuancer, ce plan évoqué par Donald Trump est une formulation médiatique puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une proposition officielle de l'administration américaine. En tout cas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réagi et s'est déclaré choqué par l'intensification des bombardements israéliens sur Gaza. De son côté, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International a dénoncé mardi dernier, je cite, un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza. Son rapport cite notamment des homicides, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de civils, des déplacements et disparitions forcées, l'imposition délibérée de conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique de ces personnes. De son côté, le ministère des Affaires étrangères israélien a rejeté, je cite, les mensonges sans fondement d'Amnesty International, qu'il considère comme une organisation radicale anti-israélienne. Au sujet de ce plan, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a réagi ce mardi matin sur RTL et l'a condamné, je cite, de manière très ferme, estimant que le gouvernement israélien est en infraction manifeste avec le droit international. De son côté, le Forum des familles d'otages israéliens, qui est la plus grande association de proches d'otages en Israël, accuse le gouvernement de Benjamin Netanyahou de sacrifier les otages au profit d'objectifs territoriaux et dénonce une stratégie qui privilégie la conquête à la libération des otages. Sur les 251 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre 2023, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 sont déclarées mortes par l'armée israélienne. Mais alors, qu'en est-il de la situation humanitaire sur place? Bon, pour commencer, le ministère de la Santé de Gaza, qui est contrôlé par le Hamas, estime que 52 567 personnes, en majorité des civils, ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023, des données jugées fiables par l'ONU. Le Hamas, lui, a tué le 7 octobre 1218 personnes côté israélien, pour la plupart là aussi des civils, selon un décompte de l'AFP. Alors pour Gaza, au-delà du bilan humain absolument catastrophique, depuis le 2 mars, il faut savoir qu'Israël bloque l'entrée de nourriture, d'eau, de carburant, de médicaments et d'autres produits essentiels dans l'enclave palestinienne. En gros, plus rien ne passe. L'objectif, selon l'armée israélienne, c'est d'empêcher le Hamas et d'autres groupes armés de s'approprier des denrées gratuites, puis de les revendre. Le truc, c'est que des ONG, l'ONU et de nombreux États dénoncent cette politique comme une violation grave du droit international humanitaire. Ce blocus d'Israël a notamment provoqué une famine généralisée, sachant que 2,1 millions de personnes vivent actuellement dans la bande de Gaza, et parmi elles, 65% ont moins de 25 ans et 40% moins de 14 ans. Selon l'UNICEF, plus de 75% des familles n'ont pas accès à suffisamment d'eau, les cas de malnutrition et de maladies explosent. Résultat, des milliers d'enfants sont en danger de mort. Depuis le début de l'année, plus de 9000 enfants ont été traités pour malnutrition aiguë, avec une augmentation de 80% des cas rien qu'en mars. Par ailleurs, près de 3000 enfants souffrant de malnutrition modérée ou sévère sont désormais privés de traitement, ce qui les expose à un risque de décès. En effet, les infrastructures comme les hôpitaux, mais aussi les réseaux d'eau ou même des commerces comme les boulangeries sont en grande partie détruites ou inaccessibles. On vous en parlait hier, le Comité international de la Croix-Rouge estime que les opérations humanitaires dans la bande de Gaza sont au bord de l'effondrement total. La France, qui a donc réagi par le biais de son ministre des Affaires
Affaires étrangères réclame de son côté un cessez-le-feu, l'accès sans entrave de l'aide humanitaire et la libération des otages du Hamas. Sur ce sujet de la situation humanitaire, le cabinet du gouvernement israélien a estimé qu'il y avait, je cite, actuellement suffisamment de nourriture à Gaza et a consenti à la possibilité d'une distribution humanitaire si ça venait à être nécessaire. Une fois qu'on a dit ça, où en sont les négociations en vue d'une trêve ou d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages? Eh bien, c'est assez incertain. Après une première phase d'accord en janvier qui avait permis un cessez-le-feu temporaire et la libération de 33 Israéliens détenus à Gaza contre 1700 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, la deuxième phase, qui était censée aboutir à la libération de tous les otages restants à Gaza et au retrait total de l'armée israélienne, n'a pas été mise en œuvre. En fait, Israël a accepté un nouveau plan américain qui modifiait les conditions initiales, mais ce plan a été rejeté par le Hamas, qui exige le respect strict de l'accord conclu en janvier. Depuis, la situation est donc totalement bloquée. Alors Israël a laissé une fenêtre de négociation ouverte jusqu'à la mi-mai pour obtenir la libération des otages. Cette date coïncide avec la préparation de cette nouvelle offensive militaire contre le Hamas à Gaza, mais aussi la visite du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, prévue du 13 au 16 mai. En tout cas, les États-Unis ont annoncé avoir récemment eu des contacts directs avec le Hamas via leur envoyé spécial pour tenter de débloquer la situation, chose qu'ils refusaient jusqu'ici car le Hamas est considéré comme un groupe terroriste par de nombreux pays. Un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a aussi indiqué ce mardi que les efforts de médiation se poursuivaient et pour l'instant, les négociations sont au point mort. On vous tiendra au courant si on a du nouveau, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec un point sur la situation aux États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé ce lundi vouloir lancer un programme, je cite, d'auto-expulsion qui propose de payer les personnes en situation irrégulière pour qu'elles quittent les États-Unis. Concrètement, le gouvernement américain va proposer une prime de $1000 et payer les billets d'avion des migrants qui voudraient recourir à ce programme. La prime serait alors reçue une fois la personne arrivée dans son pays d'origine. L'objectif, selon le gouvernement, serait de favoriser les départs volontaires et ainsi réduire le coût des expulsions qui coûterait autour de $17 000 par personne. Le programme aurait déjà été suivi par une personne venue du Honduras, selon l'administration Trump. A priori, ce projet est légal puisque l'administration de Trump le présente comme une aide financière au voyage et une allocation. Malgré tout, plusieurs expulsions depuis l'élection de Trump ont déjà été jugées illégales selon des juges fédéraux et ce programme pourrait donc être stoppé à l'avenir car contraire à la loi. On suivra ça. Deuxième actu. En Allemagne, Friedrich Merz a été élu ce mardi chancelier. C'est donc le nouveau chef du gouvernement allemand. Il a obtenu 325 voix des députés sur les 316 nécessaires pour être élu. Fait très rare, il a été élu au second tour cet après-midi après avoir échoué à récolter le nombre de voix nécessaires lors du premier tour ce mardi matin. C'est la première fois de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre que ça arrive. Pour vous redonner un peu de contexte, il y a eu des élections fédérales en février en Allemagne, l'équivalent des législatives en France. C'est la coalition CDU-CSU, donc l'Union chrétienne démocrate, qui est arrivée en tête avec 28,5% des voix. Friedrich Merz, le candidat de la CDU-CSU, prévoit de gouverner avec le parti social-démocrate allemand, le SPD, qui est arrivé troisième de l'élection et qui est de centre-gauche, dont fait partie l'ancien chancelier Olaf Scholz. À deux, les deux partis ont obtenu 328 sièges sur 630. L'idée est notamment de faire bloc contre le parti d'extrême droite AfD, arrivé deuxième aux élections. En Allemagne, les élections fonctionnent différemment pour le poste de chancelier. Le nom de Friedrich Merz a été proposé par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a plutôt un rôle symbolique. Au premier tour, les députés allemands devaient juste voter pour ou contre son élection et il devait obtenir la majorité absolue pour être élu, ce qui n'a donc pas été le cas dès le premier tour. Pour plus d'informations sur le système d'élection du chancelier en Allemagne, je vous mets des liens en description. Troisième actu, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, serait un homme violent selon les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux qui publient ce mercredi un livre-enquête intitulé La Meute, enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce livre regroupe 2 ans d'enquête et environ 200 témoignages et concrètement, il accuse LFI d'avoir mis en place des purges de membres du parti. Les personnalités purgées auraient été, je cite, traquées et harcelées, notamment sur des boucles de la messagerie chiffrée Telegram. Selon le livre, la violence de Jean-Luc Mélenchon se diffuse dans tout le mouvement avec des personnalités qui seraient des répétiteurs de Jean-Luc Mélenchon. Pour Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI, La Meute est un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges dans lequel tout est factuellement faux et contestable. De son côté, le secrétaire général du Parti communiste Fabien Roussel a comparé LFI à une secte sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon et de sa compagne, la députée LFI Sophia Chikirou. Quatrième actu, les femmes, les personnes racisées, étrangères, handicapées ou encore sans domicile sont victimes de discrimination dans l'accès aux soins. C'est ce que dénonce la défenseure des droits dans un rapport publié ce mardi. Ces discriminations interviennent à tous les stades du parcours de soins de façon plus ou moins visible. On peut par exemple citer le refus de soins, mais aussi la minimisation de la douleur, des propos stigmatisants, des délais allongés ou encore des agressions et des actes non consentis. Elles
elles peuvent mener à une mauvaise prise en charge des patients et une aggravation d'un trouble, voire à la mort. Face à ce phénomène, la Défenseure des droits recommande notamment de faciliter les dépôts de plaintes devant les ordres professionnels, mais aussi de prononcer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre ces pratiques. 5e actu, Uber va proposer des voitures autonomes à partir de début 2026 en Europe, selon un communiqué publié il y a quelques jours. Uber va s'associer avec l'entreprise chinoise Momenta, le leader dans le développement de la conduite autonome, pour créer des sortes de robotaxis capables de conduire tout seul. Dans un premier temps, les véhicules seront testés au Texas fin 2025. À noter que Uber propose déjà des voitures autonomes dans plusieurs villes à travers le monde grâce à un partenariat avec WeRide, par exemple aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Sans rentrer dans les détails, pour le moment en France, les voitures autonomes ne peuvent conduire seules que dans des situations limitées et le conducteur doit toujours pouvoir reprendre le contrôle. Et enfin, dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi pour élargir la protection des salariés engagés dans une procédure d'adoption ou de PMA. La PMA, ou procréation médicalement assistée, est un dispositif médical qui permet à une femme seule ou un couple qui a du mal à avoir un enfant d'en avoir un. Concrètement, cette proposition de loi prévoit plusieurs mesures en profit des salariés engagés dans un projet parental pour les protéger contre les refus d'embauche ou les ruptures de contrat lors d'une période d'essai. La loi permettrait aussi d'étendre les autorisations d'absence aux conjoints de femmes en parcours de PMA ou d'adoption. Cette proposition de loi doit maintenant passer devant le Sénat, on suivra ça. Merci Morgane pour ces actualités, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.